et on va aller directement vers le dernier panel avec mes 3 intervenants. On va discuter pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes. Il est déjà 5h, allez, 12. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Marc de Pomereau, qui est secrétaire général du club Franco-Risque. Applaudissez-les. Monsieur Philippe Noireau, directeur du Risk Management Group Orange. Et Francis Millard, associé à EY Consulting. Bonjour messieurs. Vous arrivez en fin de journée. Bonjour. Merci. On va essayer de discuter autour de ce thème sur... Je change de micro. Ok, ça c'est les risques gérés pour que j'ai pas de coupure de micro. La question tourne autour, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, des grands risques et de la manière avec laquelle on les appréhende, avec la manière avec laquelle les organisations aujourd'hui les appréhendent. Est-ce qu'elles sont préparées, ces grandes organisations, à gérer de grands risques? Je vous poserai la même question à tout le monde. Vous pouvez réagir comme vous voulez et vous compléter les uns les autres. En quoi aujourd'hui est-ce que vous pouvez me donner la notion de grand risque finalement, parce que c'est vrai que quand on le dit comme ça, moi ça paraît simple, mais finalement la nomenclature est importante, la mesure est importante. À quoi ça correspond un grand risque, si on pouvait mettre quelque chose en face, et qui et comment ils sont traités dans les organisations, particulièrement dans les entreprises? Allez, on commence par vous, Marc. Merci de me donner la parole. Je vais intervenir juste de façon préliminaire pour dire que j'interviens au nom du Club Franco-Risque. Ce Club Franco-Risque, c'est une émanation de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'Association pour le management des risques et des assurances française, et qui a décidé de créer une structure, Club Franco-Risque, qui a vocation à développer la gestion des risques et des assurances dans l'univers francophone. C'est à ce titre-là que nous sommes ici et que nous voulons particulièrement remercier la Fédération marocaine d'assurance qui nous donne l'opportunité de pouvoir présenter ce que sont les risk managers qui vont traiter les grands risques. Et je fais juste une petite aparté encore pour parler au nom du président du Club Franco-Risque qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est malade, mais il tenait à être là et il remercie particulièrement les représentants et les dirigeants de la Fédération marocaine d'assurance de donner la parole à ce club que je vais représenter. Donc maintenant, cette introduction étant faite, je vais répondre à la question qu'est-ce que c'est que les grands risques? Les grands risques, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, on parle de grands risques et de grands comptes. En matière d'assurance, quand on parle de grands risques, nous, on va présenter essentiellement la position de ce qu'on appelle les grands comptes. Et les grands comptes, c'est quoi? Oui, parce que pour une petite entreprise, quelque chose de petit peut être un grand risque, on est bien d'accord. C'est pour ça, mais c'est important, la mesure est importante. Vous avez parfaitement raison. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la position que l'on a, c'est la position des grands comptes. Les grands comptes, c'est des entreprises qui ont une taille suffisamment importante, un chiffre d'affaires important, qui ont une activité à l'international, qui ont une organisation de leurs risques qui nécessite des systèmes d'assurance à plusieurs lignes, avec des captives, etc. C'est ce que nous représentons davantage. Mais on parlera également des grands risques, qui sont notamment les risques émergents. Et ça, on en parlera avec mes amis qui sont présents ici, qui vont présenter le risk management. Donc, je répondrai à la première question. La première question qui est, c'est quoi et comment ça se fait? Alors, pour y répondre, je vais simplement témoigner de ce que moi j'ai vécu en tant que plutôt chargé d'assurance dans une entreprise que risk manager au sens gestion globale des risques qui sera présenté par mes camarades qui sont présents tout à l'heure. Mais moi, je vais répondre en disant, mon témoignage, c'est de dire que j'ai trop vécu dans l'entreprise la situation d'un patron qui vient me voir à l'occasion d'un sinistre et qui me dit « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les assureurs vont nous claquer dans les doigts? Est-ce qu'on va être assuré ?» Un risque qui se produit, c'est toujours à un moment très dangereux, c'est un moment de catastrophe, c'est un moment de crise. Et la première question que le dirigeant d'entreprise, c'est de dire, est-ce que vous êtes bien assuré? Est-ce que vous êtes sûr que les assureurs vont intervenir? Est-ce que les risques ont été identifiés, vus, de façon à ce qu'on n'ait pas cette non-assurance? Donc,
qu'est-ce que les grandes entreprises, pour parler de grands comptes, ont fait ces dernières années? Elles ont voulu traiter ce sujet pour pouvoir rassurer le dirigeant. Parce qu'en fait, le risk management, c'est rassurer le dirigeant qui lui-même veut rassurer ses actionnaires, qui lui-même veut être certain que l'organisation, elle permet d'être en mesure de faire face à un grand risque ou à un risque quand il se présentera. Donc depuis quelques années, dans les grandes entreprises, les moyens ont été mis en œuvre pour pouvoir garantir qu'effectivement, on était capable de faire face à un événement catastrophique ou à un événement quel qu'il soit, pour autant que ce soit un sinistre. Pour ce faire, on a évolué de la situation de les questions de risque et d'assurance sont traitées par un gars ou une dame dans un bureau quelque part dans une direction administrative et financière, vers une organisation plus globale des risques et une organisation plus générale des risques. Donc, la réponse, c'est les entreprises ont mis en œuvre les moyens de faire en sorte que ces situations soient traitées de façon plus générale, plus globale, avec une appréciation plus globale des risques. Donc, c'est comme ça qu'on pourra faire face à la question de savoir s'il y a assurabilité des grands risques. Donc, à ce titre, maintenant, je passerai la parole à mes camarades. Alors, justement, en vous écoutant, et merci pour ce préambule et cette introduction, ma question, il y a toujours un fait générateur lorsqu'on bascule dans le mindset et la mentalité pour aller vers ce genre d'organisation. Est-ce qu'il y a eu un avant, un après, où la transition s'est faite pour aller vers la gestion du risque? Vous parlez de catastrophes, ça peut être des catastrophes industrielles, moi je peux penser à l'usine AZF, ça peut être des risques de réputation, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, justement, on est obligé, on a considéré ces risques-là comme des grands risques? Et quelles sont ça revient à la question que j'ai posée, cette notion de grand risque, qu'est-ce qu'on met en face? Alors, la fonction globale de gestion des risques, elle porte un nom dans l'entreprise aujourd'hui, en bon français, c'est l'ERM, l'Enterprise Risk Management. Et c'est une fonction qui est née, on va dire, au début des années 2000, suite à la mise en place au niveau européen et en France notamment, mais dans d'autres pays européens, d'une obligation de gouvernance qui était que les conseils d'administration devaient absolument s'assurer de l'efficacité des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne. Ça vient du scandale COSO à l'origine, du scandale SOX, Sarbanes-Oxley, de la loi Sarbanes-Oxley à l'origine et donc de Enron. Ce qu'on a mis en place dans les grands comptes, dans les grandes entreprises, c'est cette fonction de coordination finalement qui travaille avec un modèle qui sont des référentiels. On a le référentiel COSO, on a le référentiel ISO 31000 et on met en place un modèle d'organisation sur 3 lignes qui fait que le risk management est l'affaire de tous dans l'entreprise. Le risk manager ERM finalement porte assez mal son nom parce qu'il ne gère pas directement des risques, il coordonne l'action de l'entreprise sur les risques. Et cette coordination, il a fait avec 2 fonctions qui sont très proches, qui sont l'audit interne, qui elle est la 3e ligne indépendante de gestion des risques, et le contrôle interne. Et ces 3 fonctions travaillent ensemble, souvent dans des approches intégrées dans les grands comptes, qui leur permettent de travailler avec les autres fonctions de l'entreprise, qui peuvent être la continuité d'activité, la gestion des crises, la sécurité, la compliance, le DSI, la direction juridique, les RH, etc., de manière à mettre en œuvre des dispositifs de maîtrise, des dispositifs qui protègent l'entreprise contre les principaux risques. 3 étapes principales dans le dispositif de gestion des risques: identifier, évaluer au moyen d'une cartographie des risques et d'un dispositif d'évaluation qui n'est pas celui des assurances qu'on a évoqué tout à l'heure, et traiter. Et on évalue quoi? On évalue les risques de l'entreprise dans toutes ses étendues, aussi bien les risques qu'elle subit de son environnement que les risques qu'elle va créer envers ses parties prenantes dans le cadre de son écosystème. On va les évaluer selon une grille d'évaluation en 2 axes, probabilité et impact, et une carte des risques reflètera cette évaluation. Cette carte des risques, souvent, on la visualise sous forme d'un damier coloré, mais en fait, ce damier coloré n'est qu'une synthèse d'un ensemble d'informations très riches où on nomme le risque, on décrit ses causes, on décrit ses conséquences et surtout, on décrit le dispositif de maîtrise dans son ensemble et son efficacité. Ce qui fait de ce document un document bien sûr confidentiel, mais qui permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les risques de l'entreprise, quelle que soit leur nature. Et le but de la gestion globale des risques dans l'entreprise, c'est d'amener les risques à un niveau acceptable
en fonction d'une appétence au risque de l'entreprise dans son contexte particulier qui est différent d'une entreprise à l'autre. Dans ce cadre, l'assurance est un moyen de traitement des risques, parmi d'autres, qui vise à réduire le plus possible les impacts financiers, mais ça passe dans l'entreprise par la mise en œuvre de beaucoup de moyens de prévention et de protection qui peuvent jouer aussi bien prévention sur les causes que protection sur les conséquences. Les autres moyens, on a parlé de l'outil essentiel qu'est la cartographie, il y a beaucoup d'autres outils qui rentrent en ligne de compte dans la gestion globale des risques et donc la fonction ERM. Il y a la mise en place d'une gouvernance, je pense que Francis y reviendra, la mise en place d'une culture d'entreprise en matière de risque, la définition d'une appétence au risque qui est souhaitable et tout un ensemble d'éléments de communication interne et externe. Le but de tout cela étant à la fois d'informer les tiers et les parties prenantes, mais surtout d'éclairer les décisions internes en l'entreprise, aussi bien en matière de risque qu'en matière d'opportunité. Francis ? Oui, alors je peux compléter sur la gouvernance et puis peut-être aussi un propos sur ce lien entre ces grands risques vus des dirigeants et ceux qui sont assurables et assurés, et être sûr que tous ces acteurs vraiment se coordonnent et parlent entre eux, ce qui n'est pas encore complètement atteint à mon avis. Alors sur la gouvernance, oui, ce qui est important, je pense, c'est que à travers ces exercices de vue un peu 360, poussés par la régulation, poussés par les grands événements catastrophiques, poussés par les enjeux climatiques, on ne va pas tous les refaire, parce qu'aujourd'hui on a eu vraiment, je pense, la liste des risques, on l'a. Elle a été faite dans le séminaire, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment on les gère. En tout cas, à travers ça, on se rend compte que les dirigeants, le dirigeant de l'entreprise, le COMEX du groupe, et on parle de grands groupes, puisqu'on parle de grands risques et pour les assureurs d'exposition potentiellement forte, a progressivement pris conscience qu'au-delà de son métier qui est identifier des opportunités, parce qu'il y a ça aussi derrière quand même, et les mettre en œuvre pour être le plus compétitif possible, chaque opportunité a son volet et a son pendant risque. Alors il y a le risque de ne pas la prendre. Effectivement, là, mon concurrent va aller prendre le marché et là, je suis perdant. Il y a le risque de la prendre trop. Alors, on dit pas de valeur sans prise de risque. Il faut juste qu'elle soit organisée, maîtrisée, en prise de conscience. Donc, je pense que l'évolution par rapport à votre question, c'est depuis quelques années, quand même, les dirigeants eux-mêmes, me semble-t-il, dans les grands groupes, adhèrent plus à cette logique. Avant, un dirigeant, il ne faut pas lui parler de risque. Enfin, c'est pas son truc. Enfin, ou alors, c'est justement son truc. Personne d'autre que lui décide de prendre des risques. Donc le dialogue qui est fait avec la gouvernance, puisque effectivement Philippe, tu parlais de ça, les dirigeants, mais aussi les conseils d'administration qui demandent maintenant qu'on leur présente les résultats de ces travaux, qu'on leur dise où sont les enjeux majeurs, où sont les enjeux émergents, parce qu'il y a aussi la question de savoir quels sont les risques qui arrivent, et surtout, je pense pour eux, quelle est la capacité du groupe à y faire face. Tous ces éléments, c'est des éléments de débat qui montent au niveau des comités d'audit, du COMEX, du Conseil. Les dirigeants doivent rendre compte au Conseil. Et là, on voit vraiment que c'est une évolution. Après, dans le dialogue avec l'assureur, et il y en a évidemment, et le risk manager ou le directeur des assurances, sur la composante des risques assurables, qui est une composante importante, mais ce n'est pas l'ensemble, on trouve, enfin on fait le constat avec Philippe, avec Marc, que là, pour le coup, il n'y a pas forcément encore de 360. On n'est pas sûr qu'un directeur des assurances, et on aimerait que ce soit le cas, avec un directeur ERM, enfin quand on a les deux fonctions, elles sont rarement rattachées à la même direction générale, dialoguent suffisamment ensemble pour s'enrichir chacun des analyses des uns et des autres, et que l'assureur fait partie aussi du dialogue pour faire progresser, notamment en termes de prévention, parce qu'on a bien compris aujourd'hui aussi que l'assureur a un intérêt très fort à ce que l'entreprise améliore sa prévention. Tout ça, est-ce que c'est complètement coordonné et efficace ? Je ne pense pas. Là, il y a encore un peu de progrès à faire. Ce n'est pas forcément compliqué, on connaît les acteurs, on les a autour de la table, mais le langage commun autour de ces sujets-là n'est pas complètement établi. Par exemple, la notion de survenance, de fréquence, de données statistiques, puisqu'on a parlé des règles d'assurance. Moi, ce n'est pas mon domaine, donc c'est très intéressant, mais ce n'est pas complètement bien compris et intégré au niveau d'une direction générale. C'est trop technique, quelque part, déjà. Voilà. Donc, comment on fait dialoguer tout ça pour améliorer collectivement la gestion des risques et limiter les coûts ? On n'en a pas parlé, mais enfin, si vous l'avez cité d'ailleurs, le coût image, oui. L'impact réputationnel, hyper important.
Et on a un risque dans les risques un peu particulier qui est la mauvaise gestion par ça peut arriver, les cellules de crise, voire les dirigeants, sur la bonne compréhension vis-à-vis du public que maltraiter dans leur message la façon d'appréhender un risque grave d'image, un peu le balayant de la main, a un impact catastrophique. Et parfois la mauvaise gestion de la crise est presque pire que le risque lui-même. Donc voilà, il y a encore du progrès à faire. On a vécu ça ici de manière totalement inédite dans le monde. Et donc c'est un point important. On connaît. Est-ce que justement, vous avez un peu parlé de tous les points qu'on voulait aborder, notamment l'assurabilité. Est-ce que les assureurs sont susceptibles de jouer le jeu à chaque fois, donc d'assurer tous les grands risques? Ça aussi, c'est une vraie question. Alors, sur l'assurabilité, je voudrais juste dire un mot, parce qu'il compte quand même de dire qu'on parle de grands comptes, mais que ce sujet du risk management, il vaut également pour les entreprises de taille moyenne et plus petite. Nous, on en parle en tant que grandes entreprises, mais les grandes entreprises, elles ont besoin de faire en sorte que leurs sous-traitants, fournisseurs, tout l'écosystème avec lequel ils travaillent, ils aient également cette démarche du risk management. Donc voilà, c'était pour dire que ça n'est pas exclusif aux grandes entreprises du CAC 40 ou de je ne sais quel... OK. Donc pour répondre à la question... on pourrait même, Marc, l'étendre aux collectivités locales et aux administrations publiques. Absolument. Absolument. Et le problème des collectivités locales, il est très très important. Ils n'ont pas la même approche de la gestion des risques et c'est un sujet dont on parlait hier avec Florence Lussmann qui disait qu'il y avait un vrai sujet avec les collectivités locales d'assurabilité. Donc assurabilité, mais pourquoi la question se pose de l'assurabilité dans les grands comptes ou pour les grands risques? La question se pose parce que le monde a changé, le monde de l'assurance a changé. Ces 5 dernières années, on a vécu jusqu'en 2024 une période de hard market qui a été très dure, où les assureurs ont fait énormément de choses pour remonter le niveau des primes, de dire qu'il n'y a pas de risque assurable à compter du moment où la prime est devenue tellement importante qu'on n'a plus envie de l'assurer. Donc, pourquoi la question se pose? Effectivement, parce que le monde a changé, que les assureurs, pendant cette période-là, et les entreprises, elles ont changé de comportement. L'entreprise a dû changer de comportement pendant cette période-là parce que le niveau de l'intervention de l'assureur n'était plus le même et les entreprises ont dû chercher des solutions, ont dû mettre en œuvre des mesures pour faire face à cette difficulté de trouver des assureurs pour répondre à leurs besoins. Et donc, les entreprises ont modifié leur comportement. Elles ont été chercher des solutions qui étaient liées à la réponse des assureurs, augmenter les franchises, chercher moins de garanties, réduction des garanties. Donc, j'ai été chercher d'autres solutions, notamment j'ai été intervenir davantage en rétention avec des captives et on a mis en place davantage les captives. Alors moi, je suis dans un grand groupe, on a mis en place, on a fait développer l'importance de nos captives. On a travaillé davantage sur l'identification des risques, sur la prévention, en travaillant sur la valorisation des actifs. Donc on a fait beaucoup de choses qui ont changé. De leur côté, les assureurs, ils ont retrouvé un certain équilibre. Ils ont pris une position un peu différente. On dit qu'effectivement, aujourd'hui, le marché est un peu plus équilibré, mais les assureurs, ils sont devenus très regardants. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont très regardants sur l'aspect technique, sur les mesures que les assurés peuvent prendre pour protéger leurs risques. Et c'est là que la question de l'assurabilité se pose, c'est que les assureurs, alors je vais peut-être choquer certains en disant que les assureurs, ils ont tendance, depuis cette période, la fin de cette période de hard market, de sélectionner les bons et les mauvais risques. Et de dire, il y a des bons risques, il y a des entreprises qui ont, par nature de risque et par organisation, les moyens de transférer des risques au marché. Et puis, il y a des mauvais risques. Et ces mauvais risques, j'en ai pas très envie. J'en ai pas très envie. Et c'est là que dans les grandes entreprises, la question se pose de savoir ce qu'on va faire quand on a des mauvais risques et que le marché n'en veut pas. Alors ces mauvais risques, ils sont soit par nature, soit par organisation. Donc soit l'organisation, elle est mauvaise, effectivement, on peut l'améliorer. Mais si c'est des risques qui sont des risques de nature, comme par exemple les risques de transfert d'usines de traitement de déchets,
On en fait quoi de ces risques-là? Les assureurs n'en veulent plus parce qu'ils ont une certaine volatilité, parce qu'il y a une certaine forme ils sont plus aléatoires. Les risques cyber, est-ce que les risques cyber, c'est des mauvais risques? Est-ce que les risques de changement climatique, c'est des mauvais risques? Moi, j'étais dans une entreprise du secteur énergétique. Quand on veut transférer des risques sur de la durée pour faire des investissements dans la transformation énergétique, on n'est pas sûr de trouver les assureurs parce que sur la durée, ils n'acceptent pas. Donc, la question, elle est sérieusement posée. Et à ça, comment les entreprises répondent? Eh bien, elles répondent par leur organisation. C'est pour ça qu'il est indispensable de mettre en place des modèles de risk management. Elles mettent par leur organisation, mais pas que, parce que ça ne suffit pas. Elles vont chercher d'autres solutions, et c'est là que les assureurs peuvent craindre, d'une certaine façon, d'être marginalisés. Parce que si je trouve plus de solutions d'assurance, je vais aller en chercher ailleurs, je vais monter des schémas captifs, je vais aller chercher des montages financiers pour essayer de trouver d'autres solutions pour répondre aux besoins des assureurs. Mais, et là je voudrais repasser la parole à mes camarades, le message, c'est qu'on a besoin de se rapprocher de plus en plus. Cette période de hard market, la difficulté de l'assurabilité, elle amène à être de plus en plus proche. C'est pour ça que notre présence ici, elle est importante. Il faut que les risk managers se rapprochent des assureurs, avec les courtiers, avec les experts. Et il y a de nombreux bénéfices à Philippe. faire ça, puisque dans le cadre de la gestion globale des risques, quand il y a des nouveaux risques qui apparaissent ou des risques existants qui prennent de l'ampleur, eh bien, avec la fonction ERM et avec les experts qui connaissent le sujet dans l'entreprise, on va travailler sur les caractéristiques spécifiques à chacun des risques. Je prends quelques exemples sur ce qu'on appelle le risque cyber, qui est en fait une famille de risques aux conséquences très variées, puisque ça peut compromettre de l'information interne, ça peut conduire au sabotage de données et à plein d'autres conséquences et à l'arrêt d'activité. Donc on va chercher par quels moyens les cyberattaquants peuvent commettre un acte qui causerait du dommage à l'entreprise. Et c'est différent d'une entreprise à une autre, et c'est pour ça que le terme de risque cyber dans son ensemble couvre tant de choses différentes qu'il est difficile à appréhender au-delà des murs de l'entreprise. Sur l'intelligence artificielle, ce qui compte essentiellement, à mon sens, comme source et facteur de risque essentiel, c'est la qualité des résultats qui va dépendre de la qualité des données qu'on rentre dans les systèmes d'information sur lesquels l'intelligence artificielle va s'appuyer. Et je prends un exemple. L'intelligence artificielle, elle peut surestimer un pourcentage de population ayant certaines caractéristiques parce que Internet, sa source principale d'information, surestime par rapport à la réalité, ce cas de figure. On a l'exemple de la fameuse couverture de National Geographic avec la jeune femme afghane aux yeux verts et aux cheveux blonds. Évidemment, il n'y a pas 15 ou 20 ou 30% de femmes qui présentent ces caractéristiques en Afghanistan. Et pourtant, l'intelligence artificielle peut ressortir ce genre de statistiques. Et pour la Covid, je parlais du contexte qui est propre à chaque acteur économique. La pandémie de Covid, c'est de facto un risque pour un État qui a la charge de la santé publique. Donc, dans sa cartographie, s'il en a un, ça doit être un risque, avec des causes et des conséquences. Mais pour une entreprise grand compte, c'est plutôt la cause à une indisponibilité de ressources, à un arrêt d'activité, à des choses comme ça, alors que pour un petit restaurant au coin de la rue, ce qui va avoir comme conséquence, et qui est plutôt un signe noir, ce qu'on appelle un signe noir, les événements à fort impact et qui sont inimaginables, c'est la fermeture administrative. Donc vous voyez que le contexte de l'entreprise, il est très important dans la prise en compte de la gestion des risques globale, et toutes ces informations doivent se refléter dans les discussions avec les assureurs, avec les courtiers, de manière à ce que l'assurabilité, mais aussi le montant des primes, j'imagine, et des garanties qui sont prises, puissent être adaptés à chacune des entreprises. Alors justement, et ça sera ma dernière question, vous faire réagir par rapport à ce que vous avez dit, puisqu'il y a une réorganisation, il y a une réappropriation finalement de l'identification des risques au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça va venir changer cette relation qu'il peut y avoir entre entreprise, assurance, en passant par le courtier, par l'intermédiaire? J'attaque.
En tout cas, ça devrait. Ouais. Ça devrait. Alors, et on voit pourquoi c'est compliqué. En fait, on a déjà la root cause de la difficulté et donc on va pouvoir le traiter. C'est ce que vient de dire Philippe. Il y a le besoin de l'assureur d'appréhender quand même on va le dire pour simplifier, en masse. C'est-à-dire il faut quand même des choses comparables, des quantités de données, des événements qui peuvent se décrire. Vu de l'entreprise, on est presque dans de la haute couture. C'est-à-dire qu'on va travailler dans la finesse de la spécificité de l'exposition de A ou de B ou de C. Et on comprend bien que, vu d'un assureur, on ne peut pas rentrer à ce niveau de détail. Donc il faut juste trouver le bon réglage pour dialoguer sur la réalité de l'organisation, puisque tu parlais de mauvais risques, Marc, actuelle de l'entreprise sur tel ou tel sujet, et comment, dans le travail avec son assureur, l'entreprise va pouvoir affiner son besoin de couverture sur un certain nombre d'enjeux. Mais là, en plus, on parle des enjeux connus, enfin, généralement connus. Tu parles de l'intelligence artificielle, c'est avant tout une opportunité, par exemple. On pourrait considérer que je considère que c'est une opportunité. Néanmoins, c'est source de pas mal de risques. Bon, je ne vais pas tout les refaire, comme tu le disais, de perte de données, de mauvaise compréhension des résultats de la préconisation de l'intelligence artificielle en question. Donc, ça, je ne sais pas, vu d'un assureur, là, je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'un assureur va assurer quelque chose là-dessus ? Alors que, par exemple, si la préconisation de l'intelligence artificielle sur un produit ou un comportement d'un élément vendu à un public est erronée ou dangereuse, conséquence, le client en subit des conséquences graves, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est dans cette finesse qu'il est difficile de mettre tout le monde autour de... Enfin, il faut mettre tout le monde autour de la table. On veut bien comprendre que les réponses ne sont pas évidentes. Parce qu'il faut, d'un côté, du volume de la masse, on ne peut pas tout faire vraiment au micro-millimètre. De l'autre côté, des enjeux super spécifiques. Donc voilà, il faut, je pense, travailler. En tout cas, on y gagnera. Je ne sais pas si on va y arriver. On y gagnera. Et si chacun fait un pas vers l'autre, ça peut peut-être fonctionner. Et c'est un véritable axe de progrès. C'est une belle phrase pour finir. C'est un véritable axe de progrès parce que dans toutes mes années d'expérience, je n'ai pas eu cet échange. Et tous les pairs que j'ai côtoyés, tous les pairs gestionnaires de risque ERM en France et en Europe, très peu d'entre eux ont eu cet échange avec le monde de l'assurance, que ce soit par l'intermédiaire du directeur des assurances internes ou vers le courtier ou vers la compagnie d'assurance. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une cartographie bien faite qui n'est pas une page, mais des dizaines de pages d'informations, y compris avec l'efficacité des dispositifs de maîtrise audités par l'audit interne, je pense qu'il y a des mines d'informations qui pourraient être exploitées pour mieux dialoguer et mieux travailler sur le niveau des couvertures et le niveau des primes. Et enfin, Marc. Et moi, je voudrais militer pour ma paroisse, qui est de dire... il est nécessaire de développer la gestion des risques dans toutes les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est à la fois la prévention dans l'organisation de l'entreprise, mais aussi la prévention dans la gestion des biens et des activités de l'entreprise. Donc on a besoin de travailler davantage avec les experts qui sont capables d'identifier les valeurs de site, par exemple, mais on a besoin de travailler avec l'ERM, on a besoin de travailler avec les gens qui s'occupent de DSI, etc. Et ça, c'est bien la vocation, en particulier de l'association française de l'AMRAE et du Club Franco-Risque, qui est d'aider à développer la gestion des risques et des assurances. Parce que c'est la réponse à la question qui a été évoquée pratiquement toute la journée, prévention, prévention, prévention. Donc la prévention, elle passe par une meilleure appréciation, gestion des risques et un meilleur échange avec tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est la solution. Prévention passe par plus de contacts, plus d'échanges. C'est pour ça qu'on est heureux d'être là ce soir pour en parler. Merci à vous, merci beaucoup. Et on arrive à la fin de ce panel et de cet après-midi. Je vous remercie. Mais quant à vous, je vous souhaite une excellente soirée, un bon cocktail et on se retrouve demain. Bye bye, au revoir.